Madame l'administratrice générale, chers et chers collègues, cher Monsieur François Ewald, Mesdames et Messieurs les représentants du Trésor et des principales fédérations et associations professionnelles de l'assurance, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors Pierre-Grégoire Marly, qui a rejoint en ce début d'année 2025 le corps des professeurs du CNAM, marque ce soir symboliquement son entrée par cette leçon inaugurale sur le thème éponyme de sa chaire, l'assurance. Alors si la dimension juridique de l'assurance au CNAM est récente, la problématique assurantielle dans notre établissement est plus ancienne. Un bref mot d'histoire pour marquer que la question assurantielle au conservatoire s'inscrit dans un rapport à l'histoire sociale. Le conservatoire, sous le Second Empire, entre dans une période de crise, pour ne pas dire de déclin. Second Empire, le conservatoire rayonne et début de la Troisième République, le conservatoire rentre en période de crise, pour ne pas dire de déclin. Il perd des élèves, des auditeurs, il rentre en crise financière et en fait il répond mal aux évolutions scientifiques et pas du tout aux aspirations, aux évolutions sociales. Il va y avoir une grande réforme de l'établissement en 1900 et surtout la nouvelle tutelle ministérielle, plus à gauche, va vouloir marquer une différence avec la politique scientifique du régime précédent en introduisant la question sociale qui, globalement en France, gagnait en importance dans les universités du pays. Alors évidemment, il y aura, ce que tout le monde sait au conservatoire, le rôle d'Alexandre Millerand, qui est ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, futur président de la République, et qui sera président du conseil d'administration du CNAM à partir de 1902, et qui posera, structurera et amplifiera cette question sociale et du travail pour le conservatoire. Mais avant même l'arrivée de Millerand, sous l'impulsion de la ville de Paris, la Chambre de commerce de la capitale crée et finance une première chaire en 1900 d'assurance et de prévoyance sociale. Elle sera confiée à Léopold Mabillot. Il y aura plus tard une chaire d'assurance sociale, puis à partir de 1927, une hybridation avec la création d'une chaire de théorie générale des assurances et assurances sociales attribuée à René Risser. Et René Risser marque une différence de positionnement, c'est un polytechnicien, longue histoire au demeurant du rapport entre les polytechniciens et le conservatoire, mais René Risser marque l'ouverture de la question assurantielle vers les statistiques, la démographie et les techniques mathématiques. Et nous pouvons ce soir saluer la présence de Stéphane Loisel, l'actuel titulaire de la chaire Actuariat et Sciences du risque. Alors l'introduction du droit dans les enseignements d'assurance au CNAM remonte, semble-t-il, à Jean Fourastier, très célèbre professeur titulaire de chaire, de la chaire Économie et Statistique industrielle de 1959 à 1978. Mais à partir de 1941, Jean Fourastier assure un cours d'assurance du point de vue économique, où il explique que l'assurance est aux confins de plusieurs disciplines, le droit, l'économie, la gestion, les mathématiques, l'actuariat, la statistique. Alors je vais vite, création de l'ENAS après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus tard, François Ewald, qui nous fait l'honneur de parrainer cette chaire, à partir de 1997, qui va fortement marquer la chaire assurance, à la fois par ses nombreuses implications professionnelles et aussi par son aura intellectuelle, et Philippe Trainard en fut le dernier titulaire à partir du poste qu'il a occupé en 2017. Donc tu t'inscris, cher Pierre Grégoire, dans une lignée ancienne et illustre. Alors évidemment, le monde bouge. On vit aujourd'hui à l'heure des nouveaux risques, de l'intelligence artificielle et des nouvelles frontières, et c'est là mon dernier mot. Je te l'ai dit, j'adore le titre de ta leçon, aux frontières de l'assurance. Parce qu'en fait, la frontière n'est pas qu'un point de passage. Elle est, et ça a été décrit magnifiquement par Tim Ingold dans un petit livre que je recommande, Une brève histoire des lignes, aussi un entre-deux, entre le droit et les mathématiques. On voit bien cette hybridation et cette présence des deux traditions de l'assurance au CNAM, entre le risque et l'innovation, entre le droit et le risque, et plus largement, entre les chaires du CNAM. Bienvenue au CNAM, cher Pierre Grégoire, bienvenue à toutes et à toutes pour l'écoute de cette leçon inaugurale. Et je passe immédiatement la parole à Madame Bénédicte Fauvarque-Cosson, l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers.
Monsieur le Président de l'Assemblée des chaires, cher Gilles Garel, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers et chers collègues, cher Pierre-Grégoire Marly, Mesdames, Messieurs, c'est une joie de nous réunir ce soir pour la leçon inaugurale de Pierre-Grégoire Marly, titulaire de la chaire Assurance au Conservatoire national des arts et métiers. Et comme vous pouvez le constater, une leçon inaugurale est un moment solennel qui s'inscrit dans une longue tradition. Je vous rappellerai simplement, après ce cours d'histoire que nous venons d'avoir sur l'histoire du CNAM, que les 3 premières chaires du CNAM ont été créées en 1819. Nicolas Clément Desormes pour la chaire de chimie industrielle, Charles Dupin pour la chaire de mécanique appliquée aux arts et Jean-Baptiste Say pour la chaire d'économie industrielle. Pour vous accueillir, cher Pierre Grégoire, certains ont revêtu leur toge aux couleurs des disciplines enseignées, le jaune jonquille pour les lettres, l'amarante pour les sciences, le rouge écarlate pour le droit et les sciences économiques. Concernant le droit, et vous êtes bien placé pour le savoir, le costume des docteurs des facultés de droit, comme celui des gens de justice, est ancien et traditionnel. Vous êtes agrégé de droit privé et de sciences criminelles, un point que nous avons en commun. Et vous êtes spécialiste de droit des assurances, une branche du droit qui est tournée vers d'autres disciplines, vers la société, vers l'avenir. Conformément à nos traditions, nous allons écouter François Ewald, que vous avez choisi comme parrain. Philosophe de formation, docteur en lettres, ancien assistant de Michel Foucault au Collège de France, François Ewald est un intellectuel français engagé, reconnu. Et François Ewald a été professeur au CNAM et y a dirigé l'École nationale d'assurance qui a été créée en effet en 1947 pour répondre aux besoins de formation des salariés du secteur de l'assurance. L'École nationale de l'assurance, l'ENAS, aujourd'hui, est une marque très reconnue du CNAM. Et cette école propose des formations diplômantes à vocation professionnelle qui sont accessibles aussi bien en formation initiale qu'en formation continue pour les salariés dans le domaine de l'assurance. Ce secteur est en pleine évolution, c'est un secteur qui embauche beaucoup et l'ENAS a la chance de pouvoir s'appuyer sur des partenariats clés avec le monde professionnel dont certains d'entre vous sont les meilleurs représentants ici ce soir. Et l'ENAS sait, grâce aux conseils venus de l'extérieur et grâce aux enseignants-chercheurs, adapter ses formations pour répondre aux défis du secteur. Avec à vos côtés la directrice des études, Myriam Zouari, vous avez, depuis votre arrivée au CNAM, contribué à adapter ces cours pour y intégrer des sujets aussi importants que les risques émergents, la transformation digitale, les réglementations, et nous savons qu'elles sont nombreuses, les réglementations européennes et internationales. Alors, je ne résisterai pas non plus à dire 2 mots du titre que vous avez choisi pour votre leçon inaugurale aux frontières de l'assurance. C'est un très beau titre, en effet. Un titre qui annonce l'exploration d'un domaine en pleine transformation, d'un domaine où s'ouvrent des territoires intellectuels qui sont encore à défricher, qu'il s'agisse des nouveaux risques, des nouvelles technologies, des nouveaux besoins sociaux. Ce titre évoque aussi l'audace de l'enseignant-chercheur que vous êtes, attentif aux zones d'incertitude où se réinventent les mécanismes de protection. Et il nous invite à réfléchir à ce que l'assurance est devenue, à ce qu'elle doit devenir dans un monde où les risques se démultiplient. Nous vous écouterons, soyez-en certains, avec la plus grande attention. Mais dès à présent, M. François Ewald va nous rejoindre pour vous présenter et je le remercie très chaleureusement de nous honorer ce soir de sa présence. Merci Madame l'administratrice, mes chers collègues, cher Pierre Grégoire. Merci de m'avoir invité à parrainer, je ne sais pas s'il faut dire ta ou votre chaire. Et merci Madame l'administratrice de m'accueillir dans ces locaux que je retrouve après 10 ans
avec beaucoup de souvenirs et pas mal d'émotions. Alors, Pierre Grégoire, vous m'avez demandé d'être votre parrain et je me suis interrogé sur le sens de cette mission en évitant, en pensant que vous ne m'avez pas demandé d'être votre parrain au sens de Don Corleone. Alors, j'ai regardé le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un parrain? C'est celui qui présente un enfant à la cérémonie du baptême, affirme sa foi en son nom et a mission de veiller sur lui, en particulier en ce qui concerne son éducation religieuse. Il faudrait plutôt dire maintenant son éducation assurantielle. Mais je voudrais essayer de respecter ce programme. Je présente celui qui vous présente. On va commencer par là. Qui affirme sa foi en son nom et qui veille sur lui. Je ne vais pas veiller sur vous trop longtemps. Je témoigne, je vous présente Pierre Grégoire Marly, donc, comme on vient de le dire, agrégé des facultés de droit, agrégé de droit privé. Et je le présente et je vous le présente comme ayant toutes les qualités pour assurer la prospérité de cette chaire d'assurance. Il a quelque chose de rare. Il est rare qu'un professeur agrégé de droit devienne spécialiste d'assurance. Je me souviens d'une époque où justement on cherchait désespérément des profs de droit privé qui voudraient bien s'occuper d'assurance. Eh bien, en voilà un. Merci Pierre Grégoire et merci de le faire dans le cadre du CNAM. La foi de Pierre Grégoire dans l'assurance se trouve dans son très abondant curriculum vitae. Il a dirigé, construit, dirigé un programme d'assurance à l'Université du Mans, où il a été très longtemps professeur. Et sa foi se manifeste par le nombre impressionnant de comités consultatifs auxquels il appartient. Il est difficile, alors Dieu sait si l'assurance aime les réglementations, et donc les comités consultatifs de toutes sortes, et Pierre Grégoire, vous y êtes en bonne part. Mais votre foi, ce n'est pas simplement d'être présent dans ces instances qui vous font reconnaître dans le monde de l'assurance, ce monde qui est très large puisqu'il comprend l'administration, il comprend bien sûr la profession, il comprend tous ceux qui y sont impliqués d'une manière ou de l'autre. Et Pierre Grégoire, la foi de Pierre Grégoire en l'assurance ne s'arrête pas là, car il écrit des livres et il dirige des revues d'assurance. Il édite même un journal d'assurance. Alors peut-être vous pourriez lui demander d'avoir un abonnement ou de tout moins une adresse Internet qui vous permettrait de participer à cette activité. Moi, Pierre Grégoire est venu me trouver quand j'étais professeur ici, et il m'a demandé de préfacer un de ses livres sur l'entreprise d'assurance. Je lui ai proposé d'intervenir au Centre des hautes études de l'assurance, qui était alors
liées au CNAM. C'est ainsi que je vous le recommande et que je vous le présente. Alors, je voudrais pointer quelque chose qui, j'imagine, est dans la tête de beaucoup. Là, c'est mon rôle de veille. Certains pourront s'inquiéter qu'on donne au CNAM la chaire d'assurance à un juriste. Car Dieu sait si les assureurs se méfient des juristes considérés comme des pinailleurs indéfectibles. Et là, je crois, il y a comme un défi pour vous. Et je voudrais rappeler ce qui, moi, m'a animé quand j'ai occupé cette chaire, c'est la mission du CNAM. Le CNAM, donc, est le Conservatoire national des arts et métiers. C'est une institution qui a été créée par l'abbé Grégoire dans le sillage des grandes institutions d'enseignement créées par la Révolution française. Il y avait des institutions dédiées aux sciences, il y avait des institutions dédiées aux beaux-arts, comme le Louvre, par exemple. Et l'abbé Grégoire a eu cette idée, je crois, extrêmement intéressante. Il fallait avoir un lieu pour à la fois conserver et développer, en liaison avec les professions, les technologies, les arts de faire. Le CNAM, c'est le conservatoire des technologies. S'il y a une université des technologies, je pense que ça ne mériterait pas, ce ne serait pas tout à fait exact. Il s'agit bien du CNAM. Alors, quand le CNAM crée, et on vient de rappeler l'histoire de ces enseignements, quand le CNAM crée ou recrée une chaire d'assurance, il a en tête, j'imagine, on a en tête l'enseignement des technologies politiques. L'assurance est une technologie politique parmi d'autres. Et selon la thèse que j'ai défendue, c'est même la principale des technologies politiques dans nos sociétés, que j'ai caractérisée de société assurantielle. Et c'est cette dimension de technologie politique qui justifie pleinement la place de l'assurance au CNAM. D'ailleurs, Madame l'administratrice, si je peux me permettre, du fond de ma retraite, on pourrait très bien imaginer au CNAM d'identifier un département, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des technologies politiques. On peut dire que les FAB, d'une certaine manière, entre l'actuariat, la finance, etc., développent tout un pôle de technologies politiques qui sont des technologies du risque et qui sont liées à une forme politique où on gouverne par le risque, on gouverne par la gestion des risques. La chaire d'assurance me semble s'inscrire dans un tel programme. Alors peut-être, devrais-je dire, Pierre Grégoire, mais aussi tous tes collègues pourraient s'intéresser à revendiquer le CNAM comme grand pôle de développement, d'études, de transmission des technologies politiques. Alors j'ose à peine le dire, parce que vous imaginez bien que dans une telle fonction, le CNAM va rencontrer un redoutable concurrent qui s'appelle l'ENA. Mais pourquoi pas? Alors,
il y a une dimension particulière dans le projet de l'abbé Grégoire, c'est que les technologies sont quelque chose, et ce qui est enseignable, ce qui doit être conservé au CNAM et transmis, c'est non pas des éléments de science fondamentale, mais les éléments de la manière dont on les met en œuvre. Ce sont des arts. L'assurance, il y a une dimension scientifique que l'actuariat exprime fort bien, mais comme le disait Michel Lacombe dans un article, dans l'article qu'il consacre à l'assurance à la fin du XIXe siècle, dans le dictionnaire de l'économie politique de Léon Say, explique bien que l'assurance, c'est une science et un art. L'actuaire n'est incapable d'assurer. Parce que pour assurer, il y a besoin de tenir compte de tout un ensemble de circonstances qui vont de la demande et qui vont aussi de la réglementation, qui sont extrêmement de la nature des entreprises qui sont en cause, de leur capacité de prendre des risques, etc. Kessler, à qui on doit le renouveau de Denis Kessler, la renaissance de la chaire d'assurance en 1997, ce dont j'ai bénéficié, qu'il avait promu en compagnie de son nom, c'est Didier, je ne sais plus le professeur d'économie, avait repris ce thème de l'art et de la science du risque comme adage de la SCORE. La SCORE, l'art et la science d'assurer. Le maître de l'assurance, ce n'est pas l'actuaire, c'est le souscripteur. Qu'est-ce que risque je peux prendre? Quel risque je ne dois pas prendre? Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je ne peux pas assurer? Alors, cette extraction de l'art d'assurer, qui, à mon avis, est l'objet de la chaire, d'une chaire du CNAM, évidemment, il ne peut pas se faire sans la profession. Il ne peut pas se faire sans les professionnels. Et c'est pour ça que l'importance de l'École nationale d'assurance, qui est un lieu d'enseignement, qui est précisément le lieu où les professionnels enseignent aux futurs professionnels. Ils transmettent l'art avec double, en principe, exigence de le réfléchir et de le transmettre. Je pense que ceci est tout à fait, doit rester au cœur de ton programme, de votre programme. Bien sûr, le droit occupe une place fondamentale, le risque est une fiction. Qu'est-ce qui donne corps au risque? Des contrats. C'est son appareil juridique. Sinon, vous pouvez toujours essayer de regarder profondément en vous-même ou hors de vous-même, vous ne verrez jamais un risque. D'ailleurs, quand les risques se réalisent, les assureurs parlent de sinistre et plus de risque. Le risque a disparu. Donc le risque, il est dans notre imagination. Mais ça ne veut pas dire que notre imagination est fausse. Ça veut dire que notre capacité d'anticipation est grande. Alors, je vais terminer sur un souhait. Qui peut-être est proche du thème de cette leçon inaugurale, aux frontières de l'assurance. J'avoue que ce thème me fait penser à quelque chose que j'ai bien connu. L'assurance ne peut pas se penser sans l'idée que quelque chose lui échappe, qu'elle devrait constamment outrepasser ou qu'elle est déjà dépassée.
Alors elle serait dépassée par les nouvelles technologies. Moi, j'ai connu la naissance des big data. J'avoue que ça n'a pas beaucoup changé le paysage des marchés de l'assurance. J'imagine qu'on doit avoir les mêmes rêves, les mêmes fascinations avec l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'autres des effets plus importants. J'ai une question, un souhait, c'est que, au terme de votre enseignement, cher Pierre Grégoire, vous arriviez à démêler la question difficile suivante. Comment faut-il écrire assurance dans chaire d'assurance? Vous avez choisi, si j'ai bien compris, d'utiliser le mot assurance au singulier. Qu'est-ce que c'est que cette assurance au singulier? Moi, je suis plus modeste. J'avais voulu que la chaire d'assurance soit au pluriel. L'intérêt, c'est que si vous utilisez assurance avec un grand A, comme une substance essentielle, vous vous heurtez tout de suite à un conflit des prétendants à incarner l'assurance. Alors vous avez bien sûr les assureurs dits privés, vous avez les mutualistes, mais vous avez ce que rappelait notre collègue tout à l'heure, tout le monde de l'assurance sociale. Et je ne vois pas pourquoi, a priori, on devrait les exclure. Alors, dans mon idée, pourquoi parler d'assurance au pluriel? Parce que la chaire d'assurance se devait d'accueillir toutes les technologies d'assurance, et pas simplement certaines, qui sont, c'est vrai, conservées par les juristes de droit privé. Mais, bon, c'est une... Et alors, je pense, cher Filleul, que vous allez avoir, que vous devez vous intéresser à cette question. Parce que vous écrivez chaire d'assurance sans S, mais École nationale des assurances. Cher Pierre Grégoire, qui êtes-vous? Je vous laisse répondre. Pour beaucoup, l'assurance est une terre inhospitalière, pour ne pas dire hostile. Mais c'est surtout une terre méconnue, voire inconnue. Et pourtant, l'assurance est omniprésente dans nos vies. Nous sommes tous des assurés. Nous avons tous un contrat d'assurance que nous avons souscrit ou auquel nous sommes intéressés. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, au commencement était le risque. Le risque de devoir supporter les effets du hasard sans en avoir nécessairement la capacité. C'est la crainte de cette menace qui suscita un besoin de sécurité auquel l'assurance répondra progressivement. Oh, bien sûr, l'assurance ne prémunit pas contre la réalisation du risque. Une assurance contre l'incendie n'évitera pas qu'un feu puisse ravager votre appartement. En revanche, si cet incendie a lieu, alors l'assurance pourra indemniser les pertes matérielles et financières qu'il vous a causées. Autrement dit, si elle n'évite pas les sinistres, l'assurance promet à qui y est exposé de le délester sur autrui du poids
de ses conséquences. En ce sens, l'assurance offre un remède contre les coups du sort, une protection face aux vicissitudes de la vie. Et nous sommes disposés, parfois contraints, lorsque l'assurance est obligatoire, à payer pour cette protection. Et même à fonds perdu, puisque, en l'absence de sinistre, vous ne sauriez bien évidemment pas prétendre au remboursement des primes. Mais qu'importe, s'assurer permet de se rassurer. Mais l'assurance ne se contente pas de transférer un risque en déplaçant sa charge d'un patrimoine à un autre, sans le diminuer. L'assurance ne constitue pas davantage un échange de risques, dont chacune des parties ambitionnerait de gagner ce que l'autre perdra. Non, l'assurance organise une mutualisation des risques. Mutualisation des risques dont elle dilue ainsi le poids. En d'autres termes, l'assureur rassemble un grand nombre de risques, suffisamment homogènes et dispersés, en vertu de quoi le hasard, favorable à certains assurés, défavorable à d'autres, se trouve quasiment neutralisé. Et cette neutralisation procède d'un paradoxe, car figurez-vous que le hasard, par définition insaisissable, obéit en réalité à une loi mathématique. C'est la loi des grands nombres, suivant laquelle, en répétant une même expérience aléatoire un très grand nombre de fois, eh bien, la moyenne des résultats observés devient prévisible. Alors bien sûr, cette loi ne permet pas de savoir si et quand un risque se réalisera, mais elle donne à connaître avec une quasi-certitude la probabilité de cette réalisation. Autrement dit, elle peut prédire non pas quel assuré subira un sinistre, non, mais combien de sinistres affecteront l'ensemble des assurés. Et c'est ainsi que l'imprévisible individuel se commue en prévisible collectif. Que l'assureur peut parvenir à ce subtil équilibre entre les mauvais risques, dont la fréquence ou l'intensité est élevée, et les bons risques, dont la réalisation est plus rare et moins coûteuse, de telle sorte qu'au sein de cet ensemble, eh bien, les bons risques puissent compenser les mauvais. Mais la mutualisation des risques n'est jamais que le versant technique de l'assurance. Sans les contrats, et ce fut rappelé à l'instant par François Ewald, sans les contrats par lesquels l'assurance tisse concrètement sa toile, l'assurance n'est que virtualité. Et c'est là que surgit le juriste. Oui, car le contrat d'assurance est la traduction juridique et individuelle d'une opération technique et collective. C'est par ce contrat que se rencontre réellement l'acte conjuratoire de l'assuré et l'art prédictif de l'assureur. Reste à définir ce qu'est un contrat d'assurance. Et l'enjeu de cette définition est considérable, puisque toute convention qui remplirait ces critères de définition serait d'office soumise au droit spécial du contrat d'assurance, ainsi qu'au monopole des organismes et intermédiaires d'assurance. Toutefois, contrairement à certains droits étrangers, la loi française ne livre aucune définition du contrat d'assurance, la jurisprudence pas davantage. Tout au plus se dégage de la doctrine une définition minimaliste selon laquelle le contrat d'assurance a pour objet la couverture d'un risque en contrepartie d'une prime. Le critère de prime n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté. Tout contrat d'assurance est conclu à titre onéreux, car il faut bien la prime pour alimenter ce creuset dans lequel seront prélevées les sommes destinées à régler le sinistre, les sinistres. Et puis bien sûr, c'est la prime qui va financer les différents frais auxquels est exposé l'assureur. Mais en revanche, le critère de couverture du risque, lui, nécessite quelques éclaircissements. Car, sans autre précision, ce critère siérait tout aussi bien à des sûretés, des garanties, ou encore certains contrats financiers. Alors comment déterminer la frontière entre le contrat d'assurance et ses contrats voisins? En quoi la couverture d'un risque par le contrat d'assurance est-elle spécifique? Pour y répondre, commençons par examiner le risque qui forme la matière du contrat d'assurance. Pour la plupart des observateurs,
ce risque est réductible à un événement dont la réalisation ou la date est incertaine. À l'épreuve, une telle conception, très compréhensible, me semble méconnaître la singularité du risque assurable, que je préférerais définir comme une situation d'incertitude dans laquelle se trouve une personne dont l'intégrité physique ou patrimoniale est exposée aux conséquences d'un événement incertain. De cette définition saillissent donc deux composantes du risque assurable. D'une part, une composante événementielle, d'autre part, une composante conséquentielle. Commençons par la composante événementielle. Un événement est constitutif d'un risque assurable à la double condition que sa survenance soit aléatoire et que sa couverture soit licite. Tout d'abord, le caractère aléatoire signifie que la réalisation ou la date de l'événement doit être incertaine. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que cette incertitude doit non seulement exister au moment de la souscription, mais encore subsister tout au long du contrat. D'abord, au moment de la souscription, l'aléa événementiel doit exister, en ce sens que le risque considéré ne doit pas s'être déjà réalisé et encore être réalisable. Alors, à propos des assurances de choses, telles que l'assurance contre le vol, l'article L121-15 du Code des assurances, je vous rassure, il y aura très peu d'articles, énonce en ce sens, je cite, « L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque. » Et la règle vaut d'ailleurs également pour les assurances de personnes, telles que la complémentaire santé, même si certains de ces contrats garantissent, sous injonction légale, je cite, « les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ». Comprenez que dans certains contrats d'assurance santé, bien que la maladie préexiste et puisse même être connue au moment de la souscription, eh bien ses conséquences, ces suites, seront couvertes par le contrat d'assurance. Mais en dehors de cette exception, la solution est bien établie. Une fois qu'il est consommé, le risque à couvrir n'existe plus. Le contrat d'assurance est alors privé de contenu, il est nul. Cette solution est cependant moins évidente lorsque le risque s'est réalisé, mais à l'insu des parties. On parle alors de risque putatif, en ce sens que l'aléa fait objectivement défaut, puisque le risque s'est réalisé dans la réalité, mais tandis que lui est substitué un aléa subjectif dans lequel l'incertitude s'identifie à l'ignorance du sinistre par l'assuré. En d'autres termes, l'aléa événementiel, dans cette hypothèse, n'existe plus que dans l'esprit des parties. Alors bien sûr, ce risque putatif interroge d'emblée sur son assurabilité. Peut-il seulement faire l'objet d'un contrat d'assurance ? Peut-on assurer un risque déjà réalisé, mais dans l'ignorance des parties ? Même si cela peut paraître contre-intuitif, la réponse est doublement positive. D'abord sous l'angle technique. La préexistence du sinistre à la souscription ne contrarie pas la mutualisation des risques dont nous avons parlé, dès lors que ce sinistre précontractuel est ignoré de l'assuré. Sous l'angle juridique, et sous la même réserve de l'ignorance du sinistre, la couverture de ce sinistre précontractuel ne heurte en rien l'ordre public. Et d'ailleurs, la Cour de cassation affirme avec constance que le contrat d'assurance ne peut valablement porter sur un risque que l'on sait déjà réalisé, ce dont il s'infère à contrario qu'un contrat d'assurance peut porter sur un risque dont la survenance est ignorée par les parties. Il est donc possible d'assurer un risque putatif, mais surgit alors une autre question. Une loi ou une clause est-elle nécessaire à sa couverture, ou bien est-ce que cette couverture d'assurance du risque putatif se déploie de plein droit ? Alors en matière d'assurance maritime ou aérienne, le législateur a tranché. Il a tranché en faveur de la seconde option. Autrement dit, la couverture du risque putatif joue d'office, même en l'absence de volonté des parties ou du législateur. Et d'ailleurs, certains auteurs défendent l'extension de cette option, par analogie, aux assurances terrestres.
Seulement, pour les assurances terrestres, nous l'avons vu, l'article L121-15 expose à la nullité le contrat d'assurance qui est privé d'aléas objectifs et ne prévoit aucune exception tenant à l'ignorance par l'assuré de cette privation. Par conséquent, il est tentant de soutenir que le risque putatif ne peut, en matière d'assurance terrestre, n'être couvert qu'en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle. Eh bien, la jurisprudence semble précisément opiner en ce sens, comme dans cette affaire de containers détournés, volés antérieurement à la souscription de leur assurance, et pour lesquels la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, bien qu'ignoré par les parties au moment de la souscription, ce détournement ne pouvait pas être assuré, car, je cite, « aucune clause du contrat ne prévoyait la couverture du risque putatif ». Alors, si ce n'est une clause, la loi peut également prévoir la couverture du risque putatif, et nous en avons l'exemple avec un article, il faut bien le dire, redoutable, voire indigeste. Je cite l'article L124-5 du Code des assurances qui consacre ce que les professionnels nomment pourtant de façon beaucoup plus poétique la reprise du passé inconnu. Selon cette disposition, dans certaines assurances de responsabilité civile des entreprises, le bénéfice de la garantie est subordonné à la condition que le fait dommageable soit inconnu de l'assuré lors de la souscription. Comprenez que, bien que ce fait dommageable précède la conclusion du contrat, son ignorance par l'assuré justifie que soit couverte la responsabilité civile qui en découle. Alors on le voit, à travers la théorie du risque putatif, l'existence d'un aléa événementiel lors de la souscription du contrat d'assurance est largement teintée de subjectivité. Eh bien, il en est de même pour la subsistance de cet aléa au cours de l'exécution du contrat. La subsistance de l'aléa événementiel au cours du contrat s'oppose à la réalisation volontaire du risque, à sa provocation intentionnelle. C'est pourquoi, à propos du suicide, l'article L132-7 du Code des assurances proclame que, je cite, « l'assurance en cas de décès de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat ». Mais, beaucoup plus généralement, l'inassurabilité des sinistres volontaires est assise sur l'article L113-1 du Code des assurances qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Alors, d'une part, la faute intentionnelle est inassurable, elle s'identifie à la faute commise avec la volonté de produire le dommage tel qu'il est survenu. D'autre part, la faute dolosive désigne, depuis 2022, un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Autrement dit, de cette seconde définition, il ressort que pour établir une faute dolosive justifiant un refus de garantie, l'assureur doit démontrer que son assuré a volontairement commis une faute tout en ayant conscience qu'un sinistre s'ensuivrait inévitablement. La conscience de l'inéluctabilité du dommage ne doit pas être confondue, nous dit la Cour de cassation, avec la conscience du seul risque d'occasionner le dommage. Et oui, car bien que l'aléa succombe objectivement, nous y revenons, lorsque le dommage est inéluctable, au moment de la faute qu'il engendre, il subsiste un aléa subjectif si l'assuré fautif est inconscient de cette inéluctabilité. Or, conformément à la théorie du risque putatif, cet aléa intellectuel suffit à préserver l'assurabilité du dommage considéré. Outre un caractère aléatoire, la composante événementielle du risque assurable doit également présenter un caractère licite. Pour le dire autrement, un risque n'est juridiquement assurable que si sa couverture n'est pas contraire à l'ordre public. Bien sûr, cette condition n'est pas satisfaite lorsque le risque lui-même est contraire à l'ordre public. Et à titre illustratif, on se souviendra de cet arrêt qui a fulminé la nullité d'un contrat d'assurance couvrant l'annulation d'une exposition de cadavres. Pourquoi ? Bien parce que cette exposition fut elle-même jugée contraire à l'ordre public, suivant le principe en vertu duquel le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort.
Dans une autre affaire, où était en cause la chiropraxie, avant que son exercice ne soit officiellement reconnu, les hauts magistrats ont pu affirmer, je cite, qu'une assurance garantissant l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle, comme contraire à l'ordre public. Mais plus fréquemment, ce n'est pas le risque lui-même, mais sa couverture qui encourt le grief d'illicéité. C'est ainsi que les amendes pénales sont inassurables, en raison du principe de personnalité des peines qui garantit le caractère tout à la fois répressif et comminatoire de ces amendes. Et ce double caractère est également reconnu aux sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives ou publiques. Tel est le cas des condamnations émanant de l'autorité des marchés financiers, dont le Conseil d'État a reconnu la nature parapénale. En conséquence de quoi, l'assurance de telles sanctions est forcément compromise, puisqu'elle aboutirait, au mépris de la personnalité des peines, à substituer au prévenu un tiers dans l'exécution de sa condamnation. Or, le pénalement condamné doit payer sur ses propres deniers. Et le même raisonnement vaut pour les amendes fiscales, et encore, plus récemment, les amendes civiles qui ont été introduites l'année dernière dans le Code civil et dont le législateur a d'ailleurs pris soin d'indiquer expressément l'inassurabilité. Alors certes, nous avons 2 arrêts de la Cour de cassation qui sont parfois convoqués au soutien de l'assurabilité des amendes administratives lorsqu'elles sanctionnent une faute non intentionnelle. Mais cette jurisprudence est loin d'être concluante. Pire, le superviseur des assurances, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a très récemment publié un communiqué dans lequel elle affirme, je cite, « la prise en charge par un assureur d'une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative serait contraire à l'ordre public et toute clause contractuelle le prévoyant serait nulle et de nul effet. » L'autorité de contrôle et de résolution n'est néanmoins pas un juge. Et surtout qu'il nous soit possible de préciser qu'est inassurable une sanction administrative, mais à la condition qu'elle remplisse une fonction punitive. Car oui, il est des sanctions, comme certaines majorations de retard, dont la finalité est la réparation du préjudice subi par l'administration et non pas la répression du comportement de l'assujetti. Il y a même des mesures administratives qui sont étrangères à toute idée de sanction, parce qu'elles ont une visée préventive, conservatoire ou correctrice. Pour ces sanctions, pour ces mesures, les pertes pécuniaires à laquelle leur exécution exposerait l'assuré me semblent pouvoir constituer un risque assurable. Plus sensible est la question de l'assurabilité des sanctions, des rançons. Bon, si leur paiement par la victime n'est pas en soi répréhensible, qu'en est-il de la prise en charge de ce paiement par un assureur? Lorsque la demande de rançon est consécutive à un kidnapping, en particulier un acte terroriste, son paiement ou son remboursement par un assureur est quand même difficilement admissible, du moins sous l'angle du droit français. D'ailleurs, en ce sens, en 2015, la Direction générale du Trésor avait émis dans un communiqué l'interdiction des contrats d'assurance dont l'objet était de garantir le paiement des rançons demandées par Daesh et d'ailleurs comme toute autre entité terroriste. Pourquoi? Parce que la prise en charge de ces sommes par un assureur ne garantit pas la libération des otages. Et parallèlement, elle financerait les ravisseurs, pourrait même inciter à d'autres enlèvements. On se dit d'ailleurs que les mêmes motifs militeraient, mutatis mutandis, en faveur de l'inassurabilité des rançongiciels. Vous savez, ces rançongiciels, ransomware en anglais, par lesquels des cybercriminels ou délinquants chiffrent des données informatiques dont ils promettent la restauration en contrepartie d'une rançon. On pourrait se dire, outre qu'une assurance contre ces cyberattaques favoriserait leur foisonnement, cette rançon ne pourrait garantir aux victimes la fourniture de la clé de déchiffrement, l'absence de fuite de données. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui garantirait que si les données sont restituées, elles ne sont pas corrompues? À quoi s'ajoute que le développement de cette assurance contre les cyber-rançons pourrait encourager, là aussi, à commettre des cyberattaques et
inversement, n'encouragerait pas les potentielles victimes à renforcer préventivement la sécurité de leur environnement numérique. Mais à l'analyse, ces arguments doivent être nuancés, voire contrecarrés. D'abord, il n'est pas certain qu'interdire l'assurance des rançongiciels freine leur prolifération, puisque celle-ci demeure exponentielle au moment où nous nous parlons, nonobstant le très faible taux de couverture actuel. En outre, une telle interdiction n'empêcherait pas les entreprises attaquées d'acquitter la rançon, surtout si leur survie en dépend. Au contraire, l'intervention d'un assureur pourrait éviter cette issue, pourrait éviter le paiement de la rançon. D'abord parce que l'assureur pourrait dépêcher des équipes compétentes pour la récupération des données, voire la négociation des rançons. Et puis enfin, au lieu d'engendrer un aléa moral, c'est-à-dire de pousser l'assuré à la négligence, au contraire, la souscription d'une police d'assurance pourrait, par le jeu des conditions de garantie, l'inciter à mieux se protéger contre le risque de cyberattaque. Eh bien, le législateur a été sensible à ces contre-arguments et a introduit dans le Code des assurances un article L12-10-1 qui autorise, sous certaines conditions, l'assurance des rançongiciels et plus largement des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données. Alors après la composante événementielle, attardons-nous à présent sur la composante conséquentielle du risque dommageable, du risque assurable. Force est de constater qu'en première intention, toute personne qui s'assure recherche une protection, non pas, nous l'avons dit, contre la réalisation d'un événement incertain, mais contre les conséquences de cette réalisation. Or, la protection qui est ainsi recherchée présuppose que les conséquences de l'événement garanti soient redoutées par celui qui les supporte, que la situation d'incertitude dans laquelle est plongé l'assuré représente une menace contre laquelle il désire se couvrir. Alors, d'aucuns décèlent dans ce besoin de protection un mobile qui est alors extérieur au contrat et n'a pas vocation à définir le contrat d'assurance. Du reste, il est vrai que ce besoin de protection est parfois primé par un autre mobile. Par exemple, la souscription d'un contrat d'assurance vie aux fins d'investissement financier semble davantage animée par une intention spéculative que par un besoin de prévoyance. Et pourtant, même dans cette hypothèse, le contrat souscrit offre à titre principal la couverture d'un risque viager, puisqu'au-delà du gain financier que peut espérer l'assuré, celui-ci anticipe un besoin auquel, en cas de décès ou de survie à terme, le bénéfice promis viendrait remédier. Oui, ce remède, cette protection forme, me semble-t-il, le but immédiat, la causa proxima de toute souscription, et par cette généralité, acquerrait une objectivité suffisante pour caractériser tout contrat d'assurance. Au fond, cette caractéristique nous renvoie à ce que l'on appelle l'intérêt d'assurance, c'est-à-dire l'intérêt à la non-réalisation du risque dont on sollicite la couverture. Cet intérêt, c'est le premier rempart à l'aléa moral, puisque même se sachant couvert, même se sachant garanti, l'assuré ne sera pas tenté de provoquer le risque pour lequel il éprouve une aversion. Alors certes, la loi française ne mentionne l'exigence d'un intérêt à la non-réalisation du risque qu'en matière d'assurance de dommages. Mais il peut être soutenu, passant de l'intérêt d'assurance à l'assurance d'un intérêt, que celui-ci est un invariant du contrat d'assurance. Pour le dire simplement, tout contrat d'assurance a pour objet un risque subi et non pas un risque choisi. Et c'est ainsi que le contrat d'assurance diffère des jeux de hasard, et en particulier du pari. Le pari crée le risque auquel les parties consentent à s'exposer. Il en est de même du particulier qui achète un billet de loto. Sans cet achat, le joueur ne supporte aucun risque de perte ou de gain lié au tirage. Pour l'assuré, la démarche est tout à fait différente. Le contrat d'assurance couvre un risque qui lui préexiste et auquel l'assuré est exposé en dehors même de ce contrat. En somme, l'assuré se prémunit contre les effets du hasard, tandis que le parieur, lui, s'y soumet dans l'espérance d'un gain
La crainte du premier l'incite à se protéger, l'espoir du second le pousse à spéculer. Non loin du pari se trouvent les contrats financiers qui présentent également des similitudes avec les contrats d'assurance. Plus couramment appelés produits dérivés, les contrats financiers font l'objet d'une définition réglementaire. Bon, disons plutôt d'une liste à la Prévert de leurs différentes variétés. Contrat d'option, à terme ferme, contrat d'échange, contrat de taux. Par chance, un auteur reconnu est parvenu à dégager une définition consensuelle selon laquelle, je cite, « Les contrats financiers ont pour objet d'abstraire la valeur d'un sous-jacent pour permettre aux parties d'y exposer leurs espérances et leurs craintes pour l'avenir. » De cette définition, ce qu'il faut simplement retenir ici, c'est que les contrats financiers, par essence, portent sur un risque subjectif, introduit par les parties et tributaire des anticipations qu'elles forment sur la valeur future d'un sous-jacent. À l'inverse, l'assurance porte sur un risque objectif, pour lequel l'assuré éprouve une aversion au point de payer un tiers pour qu'il l'en débarrasse son patrimoine de ce risque. Alors bien sûr, le contrat d'assurance n'a pas seulement pour objet un risque, nous l'avons dit, mais la couverture de ce risque. Mais en quoi consiste juridiquement cette couverture ? Forme-t-elle l'objet d'une obligation distincte de l'engagement pris par l'assureur de verser une prestation en cas de sinistre ? C'est la position fixée par Mouly au sujet du cautionnement des dettes futures. Position d'ailleurs qu'une doctrine contemporaine propose d'étendre à l'assurance. Si on suit cette doctrine, l'assureur serait alors débiteur de deux obligations contractuelles. D'une part, l'obligation de couvrir le risque déclaré, obligation qui serait certaine dès la souscription et dont l'exécution serait successive, étalée dans le temps. Et d'autre part, l'obligation de régler les sinistres, obligation qui, elle, serait conditionnelle et, selon le cas, à exécution instantanée ou successive. Je crois pourtant que cette présentation dualiste est douteuse à plusieurs égards. D'abord parce qu'elle pourrait conduire à qualifier le contrat d'assurance non plus de contrat aléatoire au sens du droit civil, mais à l'inverse de contrat commutatif. Comprenez que, selon l'article 1108 du Code civil, un contrat est commutatif, je cite, lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. En d'autres termes, le contrat est équilibré parce que, dès la conclusion de celui-ci, les parties savent quel avantage il va leur procurer. À l'inverse, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes d'un événement incertain. Dans cette définition du contrat aléatoire, vous constaterez qu'il ne suffit pas d'un événement incertain pour qualifier juridiquement un contrat d'aléatoire. Non, il faut que la réalisation de cet événement incertain subordonne le solde final des prestations réciproques, au point que, au moment de la souscription, il est impossible d'en faire l'évaluation. Alors, au regard de cette classification, autant vous dire que le contrat d'assurance a toujours été présenté comme l'archétype du contrat aléatoire. En fait, et au moins pour l'assuré, nous sommes bien d'accord pour dire qu'il est impossible de savoir, avant le dénouement du contrat, si l'opération est économiquement gagnante ou perdante. Et pourtant, certains auteurs soutiennent la qualification de contrat commutatif pour l'assurance, au motif que dès la souscription, le versement des primes procurerait un avantage certain et immédiatement quantifiable, la couverture du risque. Encore faudrait-il, pour que prospère cette position, que la couverture du risque constitue une prestation en soi, ce qui, me semble-t-il, est loin d'être le cas. En effet, c'est la principale critique que l'on peut assigner à l'existence d'une obligation de couverture en tant qu'obligation autonome. C'est tout simplement que cette obligation ne correspond à aucune prestation de la part de son débiteur. Car à quoi s'oblige concrètement l'assureur lorsqu'il promet de couvrir un risque ? Il s'engage à faire quoi ? Rien.
Rien, et d'ailleurs les partisans de cette obligation de couverture répondent ainsi. Non, il ne s'engage à rien si ce n'est à un prestare, non pas un facere, un prestare défini comme la mise à disposition d'un service. L'assureur serait ainsi tenu, je cite l'un des turiféraires de l'obligation de couverture, de veiller à la tranquillité de l'assuré, comme la caution à celle du créancier et le bailleur à celle du preneur. Seulement, à bien y regarder, la tranquillité que l'assureur garantirait à l'assuré s'apparente à un sentiment de sécurité qui est tout aussi insaisissable que la prestation censée le procurer. Oui, mais l'assureur, nous dit-on, s'engage à être en mesure de régler les sinistres qui surviendront au cours de la période garantie. Oui, heureusement. Mais nul besoin d'une obligation de couverture pour expliquer cela. L'obligation de règlement des sinistres est largement suffisante pour justifier que son débiteur, l'assureur, soit tenu de s'exécuter le moment venu. Oui, mais l'obligation de couverture pourrait correspondre à toutes ces prescriptions comptables, financières et plus largement prudentielles auxquelles l'assureur est tenu. Sauf que ces prescriptions sont de source légale et non pas contractuelle. En d'autres termes, les assurés ne sont pas créanciers de ces prescriptions, pas plus qu'ils ne sont d'une fantomatique obligation de couverture, qui d'ailleurs n'est pas exigible et insusceptible d'exécution forcée. En voilà une bien curieuse obligation au sens juridique du terme. Alors, à la réflexion, je pense que si la couverture du risque est bien caractéristique du contrat d'assurance, au point qu'elle puisse être d'ailleurs suspendue en cas de non-paiement de la prime, si en effet cette couverture du risque est bien distincte de l'engagement de régler les sinistres, ce n'est pas en tant qu'obligation, mais en tant que norme non obligationnelle. Je m'explique. Avant toute obligation, le contrat d'assurance fait naître une situation de couverture qu'il drape de sa force obligatoire. Dans cette optique kelsenienne, et suivant la pensée de Pascal Ancel, nous pouvons soutenir que cette situation obligatoire de couverture fixe le cadre normatif duquel procéderont au fil des éventuels sinistres les obligations de règlement. Ces obligations de règlement ne sont pas simplement conditionnelles, contrairement à ce qui est affirmé dans l'immense majorité des ouvrages. Elle est plus précisément éventuelle. Pourquoi ? Car par définition, une condition en tant que modalité de l'obligation, c'est une donnée qui est extrinsèque au contrat et qui affecte une obligation par ailleurs dotée de tous ces éléments constitutifs. Et lorsque la condition est suspensive, elle subordonne la naissance de l'obligation qui existe toutefois, d'ores et déjà, à l'état embryonnaire. En d'autres termes, cette obligation est valablement formée et il lui suffit qu'advienne l'événement matérialisant la condition pour qu'elle devienne pure et simple. Mais le risque garanti, lui, il n'est pas extérieur, il est inhérent au contrat d'assurance et sa réalisation participe à l'essence de l'obligation de règlement, qui ne peut pas, même à l'état larvé, exister sans cette réalisation. En d'autres termes, le sinistre, c'est-à-dire la réalisation du risque, n'est pas un élément adventice, mais une composante essentielle de cette obligation, en conséquence de quoi l'obligation de règlement présente ce qu'on appelle, même s'il est rare, un caractère éventuel et non pas conditionnel. Et lorsqu'il exécute cette obligation de règlement, l'assureur tente à replacer l'assuré dans la situation où il se trouvait avant le sinistre. Oui, régler un sinistre, c'est compenser ses effets, c'est réparer l'atteinte patrimoniale ou corporelle qu'a subie l'assuré. Mais en revanche, régler un sinistre, ce n'est pas pallier la défaillance d'un débiteur contractuel en exécutant à sa place la dette dont il est tenu. Car cette défaillance, ce n'est pas la réalisation d'un risque, c'est un manquement à une obligation contractuelle. On voit ici comment l'assurance se départit des sûretés personnelles telles que le cautionnement. En effet, la caution qui est mobilisée par le créancier impayé va régler à ce dernier ce que lui doit le débiteur défaillant. En d'autres termes, la caution va se substituer au débiteur originel dans l'exécution de son obligation.
Tel n'est pas le cas dans l'assurance, et en particulier dans l'assurance crédit. Lorsque l'assureur est appelé par le créancier assuré, il va l'indemniser des pertes que lui cause l'inexécution ou l'insolvabilité de ses débiteurs. Mais cet assureur règle sa propre dette. Il ne règle pas les dettes des débiteurs défaillants. Et la même considération permet notamment de distinguer l'assurance de la garantie commerciale. La garantie commerciale qu'un vendeur professionnel peut proposer à ses clients consommateurs en complément de sa garantie légale de conformité. Sans doute avez-vous déjà été sollicité pour souscrire, en achetant par exemple un appareil d'électroménager, ce type de garantie. Alors et bien sûr, lorsque cette garantie commerciale, c'est-à-dire conventionnelle, mais néanmoins prévue par la loi, porte sur l'altération du bien vendu en raison de son propre vice, de son défaut, il n'y a rien à dire. La garantie commerciale relève de l'exécution du contrat de vente. En d'autres termes, c'est non pas de l'assurance, mais une garantie qui est simplement rétribuée. Mais en revanche, notre vendeur, au titre de cette garantie commerciale, ne pourrait pas, sauf à ce que cette garantie soit requalifiée d'assurance, garantir ce même bien contre des atteintes d'origine extérieure, comme par exemple le vol. Alors là, la couverture d'un tel risque ne relèverait pas des obligations du vendeur, mais bien du domaine de l'assurance. Alors, arrivé à ce point de notre investigation conceptuelle, on peut donc dire que le contrat d'assurance se signale, se singularise par la situation de couverture qu'il engendre et dont les obligations de règlement ne sont au fait que des effets différés. Mais cette définition doit toutefois être complétée par un dernier élément, pour moi fondamental. Il faut y introduire le critère de mutualisation des risques, oui. Essentielle à la technique d'assurance, nous l'avons vu, cette mutualisation, à mon sens, l'est tout autant au contrat d'assurance. Et pourtant, cette affirmation ne fait pas l'unanimité. D'aucuns estiment que la mutualisation des risques, et plus largement la technique assurantielle, sont étrangères au contrat d'assurance, et donc ne peuvent pas contribuer à définir le contrat d'assurance. Selon cette opinion, devrait être qualifiée d'assurance toute convention tendant à la couverture d'un risque, en contrepartie d'une prime, peu important les moyens techniques de parvenir à cette couverture. Les moyens techniques, c'est l'affaire de l'assureur, c'est sa cuisine interne, ça n'entre pas dans le champ contractuel. Je crois pourtant qu'il n'est pas de contrat d'assurance qui ne soit assis sur la mutualisation des risques. Cette mutualisation, elle est imparfaite, parfois inaboutie, au point que le législateur lui prête parfois secours. Mais cette technique innerve, me semble-t-il, le contrat d'assurance qui, nous l'avons dit, la manifeste dans les rapports individuels. En d'autres termes, le contrat d'assurance n'est que l'instrument par lequel l'opération d'assurance va s'épanouir. Et cette opération, nous l'avons vu, repose sur la mutualisation des risques. Surtout, nombre de règles applicables au contrat d'assurance, en ce qu'elles traduisent la proportionnalité de la prime au risque, trouvent leur justification dans la mutualisation des risques. Par exemple, le droit pour l'assureur d'augmenter son tarif si le souscripteur l'avise en cours de contrat d'une aggravation du risque initialement déclaré. Autre exemple, le droit de l'assureur de résilier le contrat au seul motif que le risque couvert s'est réalisé. Ces exemples montrent que la loi, et donc le droit, réserve à l'assureur le pouvoir de maintenir l'équilibre de la mutualité qu'il a constituée. Alors, nous pouvons dire que le risque assuré se conjugue au pluriel, que le contrat d'assurance ne se conçoit qu'à l'état grégaire. Alors bien sûr, je pourrais vous rétribuer pour couvrir, par exemple, les conséquences de ma responsabilité extra-contractuelle, oui. Mais un tel accord, à défaut de mutualisation des risques, ne serait pas qualifié de contrat d'assurance. Ce serait, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, un pacte analogue à l'assurance. Et en effet, un tel pacte aurait juste pour effet de déplacer le risque de responsabilité de mon patrimoine au vôtre. Mais ce risque ne serait pas absorbé dans une collectivité organisée. Et là encore, on peut dire de même s'agissant des contrats financiers, comme des dérivés de crédit. Oui, même si le prestataire de services d'investissement, le vendeur de protection,
qui offre sa garantie, conclut plusieurs dérivés, qu'il cumule ainsi plusieurs risques similaires, il ne les compense pas entre eux, ces risques. Et donc, il n'offre pas une couverture par mutualisation. En conclusion, je vous rassure, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne porterez plus le même regard sur votre police d'assurance. Oui, derrière ces clauses, vous pourrez peut-être apercevoir la communauté à laquelle vous êtes affilié et la solidarité qui unit ses membres. Et peut-être même éprouverez-vous l'envie d'en savoir un peu plus sur le régime juridique de ce contrat singulier. Alors, si tel est le cas, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Je vous remercie.